Mais c'est culturel, hein. C'est que ici, l'agriculture c'est la vigne et aujourd'hui, maintenant l'agriculture c'est le blé et le melon. On a des espèces d'archétypes dans la tête là. Et ça revient toujours. Nous, c'est notre grande fonction aux écolos, c'est de rompre un peu les frontières qui paraissent étanches. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde, il y a les méchants et les gentils, quoi. C'est pas tout à fait ça en réalité. Comme ça serait facile à diagnostiquer. Et là, dans le cadre effectivement de l'agriculture et notamment autour de ce qui se passe en ce moment, c'est d'essayer de mettre autour d'une table des gens qui se considèrent comme des ennemis potentiels, or qui ont peut-être pas mal de choses à partager quand même, sans que ça soit une instrumentalisation de l'un par l'autre. Bon, enfin, il faut parler clair, il faut que les deux sortent vainqueurs de ces opérations. Il ne faut pas qu'il y ait de perdants. Mais je crois que c'est pas impossible. On le voit bien, et nous on est très partisans de ça. Nous on insiste beaucoup sur, par exemple, la place éminente de l'agriculture dans le maintien des paysages. Ça paraît une évidence. Alors quand on lit les textes qui sortent des services de l'État, donc la réglementation est absolument ignorante de ça. C'est-à-dire que pour eux, les agriculteurs sont des ennemis parce que c'est des pollueurs, ce qui n'est pas faux, et ce qui n'est pas vrai à 100%. Et donc, les agriculteurs, il faut les matraquer un peu, quoi. Et jamais on va se dire, comment ces mecs, qui sont des gens intelligents, on a quand même des agriculteurs, quand même, c'est des gens qui réfléchissent. Bon. Comment on peut les mettre autour d'une table en disant, mais voilà des objectifs qui existent, et voilà, on connaît aussi vos problèmes, comment on peut faire un peu des pas pour aller vers... Nous, on connaît très bien, bien sûr, les vignerons du Pic Saint-Loup, c'est des gens qui sont quasiment en bio. Quand on va, ils traitent rien. Ils traitent le milieu, parce qu'il faut bien traiter le milieu, mais bon. Mais tout le reste, ils revendiquent de ne pas traiter. Mais c'est des gens très intelligents dans un paysage et ce qu'ils vendent à travers le vin du Pic Saint-Loup, c'est le Pic. Et donc, forcément, ils disent, nous, il faut qu'on soit nickel, il faut qu'on ait nos vignes avec pas un papier gras dedans, nickel, au milieu du chêne et tout ça. C'est un paysage qu'ils vendent. Bon. Et ça, ils l'ont compris. Et donc, il faut les aider un peu, ces gens-là, objectivement, à formaliser ça, à théoriser ça. Et vraiment en disant, voilà des gens... nous, on est très partisans de dire, les gens qui tiennent le Pic Saint-Loup, c'est les vignerons. C'est ceux qui tiennent un peu le foncier, c'est ceux c'est la force la plus sereine et qui permet que le Pic Saint-Loup ne devienne pas tout et n'importe quoi, parce qu'eux, ils tiennent à cette qualité paysagère, parce que c'est leur outil de travail. Leur outil de travail, c'est le paysage. Et donc, eux, ils seront plus vigilants. Et donc, effectivement, on a du mal à faire comprendre aux services de l'État qu'il faut travailler avec ces gens et pas contre. Et que ces gens ont des ressources et des idées et des compétences extrêmement pointues sur ces sujets, très 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 pointues. Et donc le fait de faire rencontrer des gens qui s'ignorent, voire qui s'opposent, mais qui sur de la théorie un peu. Mais dès qu'on met les gens autour d'une table... Comment vous entretenez vos vignes et les méthodes de désherbage? On essaye de raisonner toutes les techniques culturelles pour être au maximum en phase avec la nature. Donc on n'a pas de programme préétabli chaque année, comme chaque année est une année différente, donc on essaye de s'adapter aux conditions climatiques et de suivre l'évolution de la vigne. Principalement on laboure, désherbage mécanique, et les années vraiment trop difficiles où on ne peut pas rentrer dans les parcelles ou tout ça, on fait un passage de produits chimiques pour désherber. Voilà comment on entretient. Emploi du désherbant si... C'est une condition extrême, comme l'an dernier c'était une condition extrême, on n'a pas pu labourer, donc on a été obligé d'employer des produits chimiques, mais sinon le moins possible, voilà. Mais on n'est pas bio, mais on essaye de raisonner au maximum suivant le climat. Vos méthodes de traitement? Toujours pareil, on s'adapte au maximum en fonction de la nature, on essaye d'employer des produits comme le soufre, le cuivre, qui respectent le mieux les auxiliaires de la vigne. Bon, par exemple, pour traiter le mildiou... C'est du cuivre principalement, mais c'est toujours pareil, si l'année est extrême, on passe à des produits un peu plus costauds pour combattre. Parce qu'avant tout, on a un objectif économique, il faut faire vivre l'exploitation. Vous avez combien d'hectares? On a 60 hectares de vignes. 60 hectares de vignes, en combien de parcelles? Disons qu'on a 3 pôles d'exploitation différents, sur 3 communes assez éloignées, voilà. Donc des parcelles on en a plein, mais c'est 3 pôles, 3 unités distinctes. Cépage travaillé le plus?
C'est pas, disons qu'on a deux pôles, un pôle blanc, un pôle rouge. En blanc, Chardonnay, Sauvignon, Vermentino. Ouais. Et en rouge, Grenache, Syrah, Mourvèdre et c'est. Seriez-vous prêt à donner de votre temps pour apprendre la taille? L'exploitation c'est conséquente, des ouvriers et le temps on n'en a pas pour former. Franchement on n'a pas de temps. Je reçois déjà une fois ou deux fois par an une classe de lycée agricole où ils viennent passer la journée chez moi. Donc voilà. Franchement j'ai pas de temps pour former. Voilà. Il faut demi-journée à la rigueur. Oui, de demi-journée. Demi-journée ou mettre demi-journée avec un homme un ouvrier qui s'est taillé comme il faut. Après, on peut pas, ça serait pas honnête vis-à-vis de celui qu'on veut former. Matériellement, on n'a pas ce temps. Non, si par exemple, moi j'ai des gens qui forment de la taille, qui sont dans la viticulture, si eux viennent avec un groupe de 30 gens qui déjà connaissent au minimum la taille, et ça gratuitement, est-ce que ça vous va? Oui. Un coup de main. Que faites-vous des serments? Les serments, ils sont souvent broyés et incorporés au sol. Ça apporte un peu de matière organique, sauf dans des parcelles sensibles aux maladies que là on essaye de les extraire et de les brûler. Voilà, parce qu'on a une maladie qui est le typiose. Il faut brûler au maximum les bois de taille pour éviter que ça recontamine les souches. Un rotobroyeur, un gyrobroyeur. Vous ne le laissez pas en surface? Non, non, non. Commercialisation. On a deux pôles, on a l'export, ouais. Le local. Export, ça représente quoi aujourd'hui? 50-50 on doit être. Donc voilà, l'export là c'est géré à part et après nous on gère le local. Sur 30, on doit faire 25 000 bouteilles en rouge et après 2500 et 2500 blanc rosé. Voilà. Donc on est axé rouge plus que c'est nous. Voilà. Ce qui marche bien dans les collectivités, dans les restaurations rapides, c'est le back-in box. On évite tout ce qui est emballage. Il n'y a que du carton, voilà, c'est facile à recycler. Et ça, c'est juste le vin de pays que vous faites? Et voilà, ça représente 10%. Quelles sont vos préoccupations actuelles sur les vins du Languedoc? Disons qu'en gros, les vins du Languedoc, qualitativement, on a fait l'effort pour produire des vins fruités, plaisants, très agréables à boire. Dans tous les concours mondiaux, on sort tout le temps bien placé. On a la qualité, le prix qui est raisonnable, des vins fruités, jeunes pour tout le monde, mais encore, il nous manque l'image. Parce que là, très honnêtement, président de la coopérative de Prades, peut-être pas le bon exemple Prades parce qu'encore on se débrouille pas trop mal, mais je vente direct comme on fait et avec des marchés de niche vont peut-être se développer. Ceux qui vont souffrir à terme, c'est certainement le système coopératif, quoi.